Bienvenue à Ciné-Histoire spéciale Criterion. Aujourd'hui, notre premier d'un programme double de Federico Fellini qu'on a déjà pu connaître là, plus tôt dans la collection. Night of Cabiria au numéro 49. Je suis en compagnie d'Alex. Comment vas-tu? Ben ça va bien. Toi, comment ça va? Ça va très bien. Night of Cabiria, un film pas léger, mais le fun. Ouais. C'est comme un drame qu'on vit de façon légère. Ouais, ben c'est pas tant léger, mais en tout cas on va pouvoir y revenir, mais c'est vraiment un film transitoire pour Fellini entre un peu là sa phase de néo-réalisme et sa phase un peu plus pas burlesque là, mais disons c'est quoi vaudeville, en tout cas quelque chose comme ça là. Donc sa phase avec des nains qui courent partout, puis un peu du cirque puis des affaires comme ça, mais non, un film très intéressant. On n'a pas nécessairement la même appréciation du film, donc j'ai bien hâte d'en discuter. On commence ça, hein? On va commencer ça avec Fellini. Oui. On l'avait déjà abordé un peu plus tôt, mais je pense que c'est un bon moment pour parler justement de la phase un peu plus tôt de Fellini. En fait, c'est l'un des plus grands réalisateurs italiens, évidemment, avec de nombreux films qui ont été nominés aux Oscars. Il a été nominé à 12 Oscars. Il en a jamais gagné un à lui, à son nom personnel, mais ses films ont gagné 4 fois l'Oscar du meilleur film étranger, ce qui est le plus pour tous les réalisateurs, en fait. Donc, puis il a aussi remporté un Oscar honorifique en 1993. Il est reconnu surtout pour son style là, qui allie la fantaisie et le baroque. Ça paraît un peu plus tard, en fait, là, parce que celui-là est peut-être pas le meilleur exemple pour ça, quoi qu'il y a des glimpses, je sais pas c'est quoi, là, mais des genres de flash un peu, là. Ouais, mais en français, des moments éclairs. Ouais, non, bon, peu importe. Donc, c'est ça, il y a eu un peu deux phases, comme je l'ai mentionné, là. Une de néo-réalisme, où il a travaillé notamment avec Roberto Rossellini, qui est un des grands réalisateurs du néo-réalisme italien. Puis un peu le film artistique, là, burlesque à la limite, là, un peu comme Amarcord, ou encore comme And the Ship Sails On, qui est notre deuxième film de ce programme 2. Donc là, on en a un vieux, Fellini, 1957, je crois, 57, oui. Puis La Naveva, c'est 1984, il me semble, 83, quelque chose comme ça. Donc on est quand même très loin sur son spectre dans sa filmographie, mais c'est très intéressant de voir comment son style a beaucoup évolué. Donc ça a été un très beau programme double. Mm-hmm. Il a été nommé en fait 10e plus grand réalisateur de tous les temps par Entertainment Weekly. Donc sa ville natale, on l'avait mentionné là, mais c'est à Rimini où ce qu'il avait fait qui a basé Amarcord dans son récit. Ouais. Il est souvent décrit comme ayant eu une influence majeure sur Ingmar Bergman, Stanley Kubrick et Martin Scorsese, entre autres. Bon, 7 de ces films font partie du livre 1001 films à voir avant de mourir. Je sais pas si c'est lui qui en a le plus, là, mais en tout cas, c'est dans un des plus élevés. Là. C'est peut-être Hitchcock. À 7? Ah, ouais. Okay. Ben, c'est quand même exceptionnel. Là. C'est ça. Il y a beaucoup de réalisateurs aussi, beaucoup de films différents. Donc, plusieurs qui ont fait des One Hit Wonder, hein, comme Black Orpheus. Oui, c'est ça. On lisait ça dans nos recherches. Ouais, c'est ça. C'est aussi le premier Italien à avoir été nominé pour l'Oscar du meilleur réalisateur. Et puis, il y a 12 films dans la collection Criterion. Mais c'est aussi... en fait, ça tombe à point un peu qu'on parle de lui parce que Criterion vient d'annoncer qu'ils vont faire un coffret, pas sur tous les films de Fellini, mais sur, je pense, c'est 14 films de Fellini. C'est Essential Fellini, je pense bien. Ouais. Donc, ils doivent en avoir ajouté 2 parce qu'il y en a 12 dans la collection, puis il y en a 14 dans le coffret. Donc, je serais bien curieux parce que Fellini, en tout cas, moi, je l'apprécie quand même beaucoup. Bon, il y a certains de ses films qui tombent un peu plus à plat. On pourrait y revenir, mais non, j'aime vraiment son style. Tu sais, c'est vraiment... en tout cas, je sais pas. On dirait qu'il tire bien à profit toutes les facettes du cinéma, justement, faire un peu du... il fait beaucoup de films à sketch, là. On commence à le remarquer. Mais c'est surtout, tu dis, les facettes du cinéma, je trouve que c'est beaucoup plus visible dans le prochain, là, dans le And the Ship Sails On, là, et le navire avance. Dans celui-là, un peu moins. Mais dans l'autre, on joue beaucoup avec les codes du cinéma en tant que tel, puis ça, c'était extraordinaire.
Ouais, un très bon point fort. Mais c'est ça. Donc on parle de Knights of Cabiria, qui est l'un de ses plus connus, là, je pense, aux côtés de la Dolce Vita puis de 8,5. Film de 1957 d'Italie, évidemment. C'est un film, un drame, mais tu sais, il y a des aspects comiques là, quand même dans le film, mais bon, c'est un drame à part entière, là, je crois bien. 117 minutes, un format 1.37.1 en noir et blanc. Producteur, il y a le légendaire, en fait, Dino De Laurentiis, qui a travaillé beaucoup avec Fellini, mais il a produit près de 200 films jusqu'à sa mort en 2010. Il est mort à 91 ans. Il a gagné un Oscar pour je crois que c'était... je me souviens plus exactement. Mais c'était l'autre film de Fellini sorti l'année d'avant là, qui avait gagné I Vitelloni. Non, pas I Vitelloni. Enfin, peu importe, l'autre film de Fellini qui a gagné meilleur film étranger. Le scénario est signé de Fellini, de Ennio Flaiano, de Tullio Pinelli et d'un certain Pier Paolo Pasolini qui a contribué, selon ce qu'on dit, à rendre plus crédible le monde criminel qu'on voit. Criminel, la prostitution. C'est un film sur la prostitution, donc parce que il était bien connu. Pas bien connu, mais en tout cas, il fréquentait ces milieux-là, Pasolini, donc il a aidé à certains aspects du scénario à ce niveau-là. La musique est du légendaire, lui aussi, Nino Rota, là, compositeur italien connu surtout pour la musique du Parrain, mais il a fait plusieurs des films de Fellini, de Luchino Visconti, en tout cas, de plusieurs grands réalisateurs italiens. Il y a le directeur photo qui est Aldo Tonti, qui est pas très connu, mais il a travaillé beaucoup en Italie. Le montage est de Leo Catozzo, qui a travaillé beaucoup avec Fellini aussi, mais qui a, pendant le tournage de ce film-là, il a inventé c'est un gros terme technique, le CIR, Self-Perforating Adhesive Tape Slicer, ouais. qui est en fait, là, on voit ça dans les films sur le cinéma, là, en fait, une espèce de machine là où comme une espèce de une tranche là pour comme la une tranche, pellicule, mais c'est le contraire, ça colle en fait deux pellicules. Okay, ouais. Fait que c'est lui pour qui l'a inventé. Montage, là. Ouais, pour le montage, ouais. C'est ça, c'est un monteur, donc c'est ça, il a inventé cette machine là qui colle deux bobines de film ensemble, puis ça l'a mis extrêmement riche en fait, parce qu'après ça, tout le monde utilisait ça jusqu'à temps que le numérique arrive là. Puis il a même gagné un Oscar honorifique en 1990 pour cette invention là. Donc c'est ça, mais c'est un monteur à la base. Les décors et les costumes sont signés Piero Gherardi, qui a beaucoup travaillé avec Fellini, puis ça va valoir 2 Oscars et 3 nominations supplémentaires tous pour des films de Fellini. Voilà, le distributeur, étonnamment, c'est Paramount, mais la filière italienne de Paramount, parce qu'aux États-Unis, c'était Lopert Pictures qui a distribué le film, donc c'est vraiment particulier. Sinon, le film a gagné meilleur film étranger aux Oscars, en plus de gagner meilleure actrice à Cannes, en fait, pour Giulietta Massina. On pourra en parler un peu plus tard. Voilà, l'édition Criterion, en fait, le film est out of print, mais là, il va redevenir in print, en tout cas avec le coffret de Fellini. Donc j'imagine que dans le coffret ça va inclure tous les bonus là, qui se trouvaient sur celui-là, mais donc il y a la version longue du film, mais en fait longue, en tout cas uncut là, je sais pas c'est quoi, c'est pas non censuré, mais c'est en tout cas pas coupé du film, avec la scène Man with a Sack, qui est en fait une scène où un homme va donner de la nourriture chez des gens qui vivent dans des cavernes. Donc cette scène-là était coupée, une scène de 7-8 minutes environ. Il y a aussi une entrevue exclusive avec Dominique Delouche, qui est l'assistante de Fellini. Il y a une entrevue audio avec Dino De Laurentiis, le producteur. Il y a des bandes annonces, donc l'original puis celle, je crois, de la restauration. Il y a des extraits de The White Chic, dans lequel Massina fait sa première Giulietta Massina, là, celle qui interprète Cabiria dans le film, qui fait sa première apparition en tant que Cabiria, donc cette prostituée-là dans les banlieues de Rome. Il y a une démonstration de la restauration également, puis sur le site, là, toi tu l'as pas lu j'imagine, Contraption, il y a justement 2 images là, qui montrent la restauration, puis c'est vraiment un excellent travail là, qui est fait par rapport au matériel original. Il y a des nouveaux sous-titres et un doublage anglophone, mais bon, on n'écoute pas ça doublé, on écoute ça en version originale. Knights of Cabiria, un film qui
qui était très bon. Moi, j'ai vraiment... C'est un film, là, c'est ça qui... Un peu comme les 400 coups, je pense, ou La Grande Illusion, qui me sont restés en tête quand même longtemps après le visionnement. Là, ça fait à peu près une semaine qu'on l'a écouté. Ça fait un petit peu plus que ça, quand même. Une semaine, ouais. Puis, c'est ça, j'arrête pas d'y repenser, surtout, en fait, à Giulietta Massina, voilà. Puis, on était proches. Ouais. De quoi ça parle, ça, Nights of Cabiria? Ben, écoute, vraiment, là, pas grand-chose de très compliqué, là. Le film s'ouvre, en fait, avec Cabiria et un homme qu'on appelle Giorgio sur les berges du Tibre, puis, ben... Pourquoi pas, il la pousse dans l'eau en lui volant sa sacoche parce que c'est ça qu'il voulait faire. Tu sais, au début on pense que c'est un couple, que c'est bien cute, puis finalement ça faisait un mois qu'ils étaient ensemble, quelque chose comme ça. C'est ça qu'elle dit après à son ami. Fait que c'est ça, après ça elle retourne, ben là, elle passe proche de se noyer, il y a des enfants italiens qui vont la sauver, puis elle cherche justement Giorgio qu'elle trouvera jamais évidemment. Après ça, elle se ramasse dans son espèce de petit quartier. Là. C'est quasiment un trailer park. Là. Ouais, ben, c'est ça, c'est sur le chemin entre Rome et Ostia. Là, donc, une espèce de banlieue de Rome qui n'était pas développée à l'époque. Aujourd'hui, sorte de des condominiums qu'il y a là, ou c'est des blocs appartements. Mais c'est vraiment des petites roulottes. Là, c'est pas des roulottes, c'est des maisons en terre cuite quasiment. C'est ça, c'est bizarre un peu. Il y a plein de monde qui habite là, puis on comprend que c'est peut-être un quartier de prostituées parce qu'il y a une de ses bonnes amies Wanda. Wanda, oui, voilà, qui est aussi dans le même métier, puis qui habite juste à côté. Donc, c'est ça. Fait qu'on apprend que c'est une prostituée, puis elle vit seule, justement, dans ce petit quartier-là. Puis après, ben le film, c'est un peu comme un marqueur, là, c'est un peu des vignettes de ce qu'elle va vivre, donc Nights of Cabiria, là, plein de petites aventures un peu décousues, jusqu'à temps que elle se fait hypnotiser dans un cabaret, puis elle rencontre un homme qui a un espèce de coup de foudre pour elle finalement parce que dans l'histoire, tu sais, elle se fait hypnotiser. Si vous avez déjà vu un show de Mesmer, tu sais, il va vous dire que vous vivez certaines choses, puis là lui il lui disait vous rencontrez un homme qui s'appelle Alberto. Je pense c'est Oscar. C'est Oscar, oui, c'est ça. Pardon. Donc Oscar, puis là tu sais qu'elle vit une belle histoire d'amour avec Oscar et tout ça, puis dans le fond cet Oscar-là qui est dans la salle va la voir après puis dit hey, mon nom c'est Oscar, c'est une drôle de coïncidence, blablabla, commence à la creuser un peu, puis elle est un peu réticente finalement, il se marie, donc là, elle s'en va vivre avec lui, puis là il arrive plein d'autres belles affaires à Cabiria, mais tu sais on a une nuit pas des belles affaires, mais non, mais des affaires, une nuit qu'elle passe avec un acteur, puis tu sais c'est vraiment très cute comme scène parce que tu sais c'est une prostituée, ils se rendent pas là finalement parce qu'il y a la femme ou l'ex-femme de l'acteur qui vient comme un peu les déranger là-dedans, mais tu sais il est en train de signer un autographe puis elle dit et oublie pas d'écrire que Cabiria a passé la nuit dans ma chambre d'hôtel puis tout ça, mais j'ai tellement hâte de montrer ça à mes amis, puis elle est comme tout le temps tellement excitée par ce qu'elle vit alors que c'est jamais si fun que ça. Ben là, ça c'était vraiment cool. Puis j'avais l'impression que le film allait prendre une tangente un peu Pretty Woman, puis finalement c'est pas ça qu'on a, fait que c'est bien. Prendre une tangente, bon, on s'entend que je peux pas vraiment dire ça parce que ça vient vraiment avant, mais on comprend là, mais finalement c'est pas ça du tout. Donc c'est un bon point positif pour le film, puis on vous le spoilera pas comme d'habitude, mais c'est pas un film, c'est ça qui est particulier, c'est pas un film qui est positif. C'est un film qui est très très triste, mais dont le seul point d'ancrage est Cabiria, puis elle tient vraiment un peu là, le fort, là, malgré toute l'adversité, elle demeure pas positive, là, parce que je pense, elle demeure positive, non, mais... tout le temps positive, elle est tout le temps heureuse, mais elle est pas heureuse. Super expressive. Elle est très triste, en fait, là. Mais non, c'est vraiment particulier. Le film, en fait, repose beaucoup sur elle, là. C'est une excellente performance. Puis je comprends son prix de meilleure actrice, parce que pour vrai, on se l'est dit en regardant le film, son jeu est incroyable, puis en plus c'était aussi la femme de Fellini, puis il l'a repris là, dans d'autres films évidemment, mais elle joue d'une façon extraordinaire, puis elle est tellement expressive, elle a des tout petits sourcils qui font la moitié de la largeur de son œil, puis sont vraiment comme en pente, c'est
absolument incroyable. Puis c'est bon, c'est drôle, là, mais elle est très charismatique, vraiment, là. Elle était surtout connue avant, ben c'est ça, parce qu'elle est mariée à Fellini, mais elle a joué aussi dans La Strada, qui était le film que je cherchais, et non Vitelloni, mais qui a connu aussi un bon succès. Mais vraiment, là, c'est elle qui tient le film sur ses épaules, là. Je lisais justement l'article de Criterion Contraption, puis qui eux disaient c'est le premier film de la collection jusqu'à présent où c'est l'acteur qui vole le show un peu, là, c'est un film d'acteur là où tout le reste on s'en fout un peu, mais c'est vraiment cette performance là, puis effectivement sans elle je crois que ça aurait donné un film complètement différent là. Ben sans elle on n'avait pas lu que ça pouvait ressembler un peu à Wanda justement, peut-être Wanda qui est un autre critérium mais que j'ai trouvé absolument drabe là. Il se passe rien dans ce film là, ça se passe dans une carrière puis c'est juste du sable puis c'est comme mon oncle Antoine mais des années 70 mais non c'est ça, c'est toutes ces aventures elle se terminent mal puis elle garde toujours justement le sourire puis des fois on sent bon là c'est la goutte qui fait déborder le vase puis là finalement elle finit elle puise en elle je sais pas quoi une énergie puis elle décide de repartir puis de faire ok on se retrousse les manches puis on y va. Pardonnez le bruit du bureau. Puis c'est ça, elle est pas très stéréotypée, je trouve, là, elle est très... Tu sais, c'est ça qui est particulier avec elle. C'est un personnage qui est pas nécessairement crédible, mais qui est très unique en son genre. Tu sais, elle est très crédible dans l'univers du film, on dirait, mais tu sais, en tout cas, j'ai jamais rencontré de personnages comme ça dans la vie. C'est très coloré, vraiment très super expressive, puis mais c'est pas désagréable, puis c'est pas loud là, c'est juste quelqu'un qui a beaucoup de vie, on dirait un petit chien qui saute partout là, tu sais, c'est non, exactement, puis en plus, ça rejoint en quelque sorte un peu le style de Fellini qui allie beaucoup le vaudeville justement à des trucs un peu plus sérieux. Il y a plusieurs moments, il y a notamment la scène de l'hypnose où tu sais c'est ça, c'est un peu plus flyé que le reste là, parce qu'on pourra revenir un peu sur le néoréalisme italien, mais on n'est pas du tout dans Bicycle Thieves ou dans n'importe quoi, le Léopard ou en tout cas des films de ce courant là, mais c'est ça, il y a toujours un mélange entre ce néo-réalisme-là et burlesque dans ce film-là, un peu comme City Lights de Chaplin ou justement Bicycle Thieves. Il y a... c'est ça, c'est vraiment un mélange de comédie physique, là, tu sais, il y a une scène où... je sais pas, là, elle rentre dans une porte vitrée, là, comme si, c'est une scène, c'est de l'humour ultra basique, les limites muet. Mais c'est drôle, ça, parce que c'est justement après la nuit avec l'acteur, puis on comprend que leurs univers, tu sais, ça concorde pas du tout. Puis, tu sais, moi, je le vois plus comme dans un monde dont elle comprend pas les codes, puis elle a passé la nuit dans quelque chose, dans une chambre hyper luxueuse d'un hôtel, tu sais, il était VIP au bar, et il y a comme plein d'affaires qui sont jamais arrivées, puis elle triple d'avoir vécu ça, puis après, ben, c'est que le retour à la réalité, en plus elle se pète le nez dans une vitre qu'elle voit pas parce qu'elle a jamais vu ça dans sa vie, parce que d'habitude les portes qui ont des plus grosses poignées, c'est quelque chose que tu vois pas au travers. Tu sais, il y a plein de il y a plein de symboles de ce petit moment-là, mais c'est très mignon encore une fois. Non, effectivement, puis ça reprend aussi beaucoup la structure de Fellini qui semble aimer, ben là c'est notre deuxième, ben on a vu le troisième là, mais c'est notre deuxième film de la collection, puis c'est deux films à vignettes. Donc c'est ça, une espèce de mais comparativement à Marcor où là c'était plusieurs personnages qu'on suivait, là ici c'est toutes les vignettes mettent en scène Giulietta. Ben plusieurs personnages mais toujours centrés sur Tita le personnage. Ben sur sa famille en fait là, parce que des fois on le perd au cœur des ben scènes, non la scène où c'est je me souviens plus la prostituée là, ben la femme fatale, en tout cas ça on part pas la prostituée mais vraiment la femme fatale, on part avec elle pendant 25 minutes je sais pas trop là. Donc c'est ça, celui-là c'est vraiment centré sur le personnage de Cabiria, puis le nom en fait Cabiria est pas le personnage, je pense que c'est vraiment juste le nom là, mais il est tiré du film italien du même nom sorti en 1914, évidemment on l'a pas vu, mais le personnage c'est ça apparaît pour la première fois puis il est interprété par Giulietta aussi dans The White Chic, qui est un autre film de Fellini là, de 1952 si je ne m'abuse. Le personnage en fait est basé sur une vraie prostituée qui travaillait sur Il Bidone, un autre film de Fellini, puis Pasolini, on l'a mentionné là, il avait contribué au dialogue pour rendre ça un peu plus crédible, pas crédible, en tout cas plus réaliste.
Puis c'est ça, c'est pratiquement une espèce de boucle là. C'est comme, tu sais, les vignettes se suivent et se ressemblent là, je trouve là. C'est toujours une histoire, ça commence une histoire de nuit parce que c'est une prostituée, mais c'est toujours une histoire qui se termine mal, puis qui elle est un peu pas nécessairement désemparée, mais tu sais, elle est toujours un peu dans un nouvel univers, puis finalement c'est ça se termine en tragédie. Donc c'est pas mal toujours pas toujours, mais c'est souvent la même vignette qui revient, puis avec la même finalité. Donc ce qui augure pas bien pour elle, en tout cas. Mais c'est ça, c'est vraiment à elle le point d'ancrage de ce film-là. Je pourrais parler, désolé de la pause, je pourrais parler du néo-réalisme italien, en fait, parce que c'est ça, ce film-là s'inscrit pas mal, c'est vraiment une période transitoire pour Fellini. Il a travaillé beaucoup, c'est ça, avec des réalisateurs, mais c'est quoi le néo-réalisme italien, en fait? Ça ressemble un petit peu, je dirais, à la nouvelle vague française, mais beaucoup plus tôt. Donc, tout de suite après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, jusque dans les années fin 50, début 60. C'est aussi connu comme étant l'âge d'or du cinéma italien. C'est un mouvement, en fait, qui est caractérisé par des récits qui se déroulent auprès des classes pauvres ou des classes ouvrières, tournés à l'extérieur des studios, donc un peu comme la nouvelle vague, utilisant des acteurs non professionnels, donc c'est aussi un peu de la même façon. Puis c'est des histoires là, qui traitent souvent des difficultés économiques puis de la morale douteuse, disons, suivant la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On sait que l'Italie a été quand même grandement touchée par la Deuxième Guerre mondiale. Bon, Mussolini, on pas besoin de revenir là-dessus, là, mais ça, c'est un pays avec beaucoup de fascisme, puis quand ça tombe en 1943, mais en tout cas, vers la fin de la guerre en 1945, c'est là que ce mouvement-là va, disons, prendre de l'ampleur. C'est né aussi autour des critiques qui rédigeaient dans Cinéma, qui était une revue italienne de critiques de films. Donc, puis les porte-étendards de ce mouvement-là sont Luchino Visconti, Vittorio De Sica, qu'on a vu dans Blood for Dracula, c'était le père des 4 vierges, pas trop vierges de la famille. Là. Exactement, mais c'est aussi le réalisateur de Bicycle Thieves et d'autres films. Roberto Rossellini, Giuseppe De Santis et Fellini, un peu vers la fin du mouvement, mais c'est ça, il va rapidement prendre un tournant vers vers ce qu'il sait faire, là, c'est-à-dire du burlesque un petit peu. C'est ça présente un peu, c'est ça, des images de l'Italie post-Deuxième Guerre mondiale. On le voit bien dans Nights of Cabiria, justement, cette espèce de banlieue où elle vit, mais c'est pas une banlieue, en fait, c'est comme un champ où il se passe rien. Tu vois des buildings au loin, puis tu comprends qu'elle travaille pas où qu'elle vit, mais elle vit vraiment comme une gitane, d'une certaine façon. Même chose quand on voit les gens qui se réfugient dans les grottes puis qui habitent là. Donc ça c'est très caractéristique du néo-réalisme italien. Puis ce film-là s'inscrit, c'est l'un des derniers en fait de ce genre-là. On en a une coupe, étonnamment. Ici là, j'ai The Organizer de la collection Criterion. On va y arriver numéro 600 quelque chose là, mais c'est un style, c'est ça, c'est du réalisme là, c'est ça, c'est très très nouvelle vague, mais moi j'aime beaucoup le cinéma italien, donc j'ai bien hâte de pouvoir plonger dans ce style là, parce que c'est ça, celui-là il rentre pas vraiment dans le néo-réalisme, il y a des aspects, mais c'est ça, il est pas pleinement néo-réaliste, disons. C'est un film qui est aussi quand même assez avant-gardiste là, dans les thématiques qu'il explore. Bon, son personnage principal, on verra si c'est avant-gardiste ou non, mais son personnage principal, c'est une prostituée. Donc, une prostituée, c'est pas ton personnage principal, disons, classique du cinéma hollywoodien. Mais, puis là, on se cherchait, on a eu la réflexion, tu sais, est-ce que c'est un des premiers films de prostituées? Puis on est venu à la conclusion que non. Puis, pas du tout, en fait. Tu sais, c'est ça, j'ai fait une recherche, là, quand même exhaustive là, des films qui traitaient de la prostitution en thème central avant Cabiria, donc avant 1957, puis étonnamment le premier que j'ai trouvé date de 1925, fait que c'est quand même on remonte loin là, puis c'est un film de Pabst, qui est pas Georg Wilhelm Pabst, voilà, qui est pas le Pabst de Pabst, mais la bière, c'est ça, le film c'est La rue sans joie de 1925. Après ça il y a eu quelques courts. En fait, il y a La petite Lily en 1927 qui est un court-métrage français. La rue sans joie, c'est Danemark en passant.
Il y a énormément de films de France, justement, dont un de Jean Renoir, un de Robert Bresson, qui les deux font partie de Criterion, qu'on va voir plus tard. Il y a même un film de Max Ophuls, de la collection aussi, qui est Le Plaisir. Je les ai pas nommés. De Renoir, c'est La Chienne en 1931. De Robert Bresson, c'est Les Dames du Bois de Boulogne en 1945, qui va être le premier qu'on va retrouver dans la collection, au rang 183. Mais justement, oui, ben ça a l'air assez... parce que je vois Boule de Suif aussi, là, c'est le roman la nouvelle de Maupassant. Ouais. C'est ça, on dirait vraiment là, en tout cas, on a une vision un peu étrange du métier de prostitution. On dirait qu'on a le plus vieux métier du monde. Ouais, mais c'est ça, c'est le plus vieux métier du monde, fait que ça existe depuis longtemps. Puis dans certains romans ou dans certaines pièces de théâtre, je pense qu'il y en a quand même des filles de joie, même si on n'appelle pas ça une prostituée. Mais je pense que c'est notre vision justement des États-Unis, la vision américaine, qui fait en sorte qu'on est comme un film des années 50 avec la prostitution. Tu sais, c'est-tu avant-gardiste ou non? Puis là, on dirait qu'on se rend compte que comme c'est les États-Unis en fait qui interdisaient quasiment ces films-là. Ben c'est ça. En fait, ce que je trouve là, c'est que la plupart des films, parce qu'il y en a quand même à peu près une trentaine là, que j'ai trouvé grâce à un site qui se nomme, il est juste un petit peu plus haut, cinétrafic.fr, donc un film français évidemment, mais il y en avait beaucoup, un site français, mais il y en a pas vraiment beaucoup des États-Unis, honnêtement. Non, c'est en majeure partie européen. Il y en a peut-être 3 ou 4 là, des États-Unis. Il y a un Japon, ce qui est bien. Il y a un Union soviétique, un Suède de Ingmar Bergman, pardon. Puis sinon après ben on a Allemagne, Danemark aussi. Puis après ben c'est que français là. Il y a James Whale, mais ouais. C'est oui là je le vois pas. Ouais, il y en a une couple. Il y a un William Wyler des États-Unis aussi. Il y en a une couple, mais c'est vraiment pas la majorité. Il y a un autre musical qui est La Belle du Pacifique en 1954 aux États-Unis. Mais c'est ça. Puis en faisant cette recherche-là, ce que j'ai trouvé finalement, c'est que bon, il y a quelques films dans Criterion, il y a beaucoup des réalisateurs de cette longue liste-là, qui sont soit dans Criterion, soit dans Eclipse, là, qui est comme la sous-catégorie de Criterion. Ouais, c'est ça, exact. Donc, il y a ça. Il y avait d'ailleurs un film de Henri-Georges Clouzot qui est Manon en 1949. Clouzot, on l'a vraiment aimé dans un programme double récent, mais Manon fait pas partie malheureusement de la collection. Mais bon, falloir l'écouter sur notre temps libre. Il y avait un film avec Simone Signoret qui est Dédé d'Anvers, 1948 en France. Il y avait un film avec Marlon Brando aussi. Puis il y avait des musicals et puis tout ça. Donc finalement, ce que j'ai vu là-dedans, c'est que c'est souvent des drames, c'est souvent des filles qui veulent s'en sortir, qui sont pognées là-dedans, qui se font embarquer là-dedans par des hommes évidemment, ou qui se tournent là-dessus parce qu'ils ont pas d'autres options monétairement pour sauver leur famille, pour bon. Puis il y a souvent des histoires d'amour qui se développent aussi. Fait que Cabiria finalement, c'est comme une façon tellement différente de voir ça. Puis là, ce que la recherche ne dit pas, c'est est-ce que ça a vraiment changé la façon dont on le traite après? C'est sûr que là, au niveau des comédies, disons, ou mettons, comédies dramatiques qui en parlent, mais tu sais, il y a Risky Business avec Tom Cruise, il y a Pretty Woman que tout le monde connaît. Puis on est, par contre, des vraies grosses comédies, tu sais, je pense pas qu'on peut en faire tant que ça là-dessus. Mais en même temps, Cabiria, c'en est pas une du tout. Mais c'est le jeu, c'est la manière de l'aborder puis tout ça. Donc est-ce que ça a changé quelque chose? Je pourrais pas le dire. C'est pas le premier à l'avoir fait, par exemple. C'est peut-être un des premiers, il y en a quand même beaucoup, mais dont c'est le matériel original, là, que c'est pas inspiré d'eux, parce que des inspirés, j'en ai beaucoup, là, de romans, de nouvelles, de théâtre, tu sais, j'en ai quand même une dizaine, quinzaine, là, sur la liste au complet. Donc, c'est ça. Il y a pas vraiment de grosses caractéristiques communes là-dedans, sauf le fait que c'est majoritairement européen, puis que finalement Cabiria, c'est pas un des premiers à le faire, tu sais. Fait que
J'ai comme pas tant de conclusions, en fait. Non, mais juste du dépouillement là, qui a été fait, puis... Non, mais ça fait un peu différent parce que des émissions traditionnelles, on est sorti un peu du cadre de Cabiria, mais c'est ça, il nous a fait réfléchir là-dessus. Mais c'est ça, le cinéma hollywoodien est très particulier au sens où on a tendance à oublier, tu sais, beaucoup des années 10, des années 20, même du début des années 30, tu sais, ce qui s'y passait à Hollywood. Puis on va le voir là, dans notre quand on va écouter les Oscars, justement, il y a un film qui c'est Sadie Thompson, puis c'est à peu près ça, là, c'est l'histoire d'une prostituée. Je sais pas il est où, mais ça serait supposé être ici, mais c'est pour ça qu'il est pas là. Mais je l'ai parce que j'avais fait des recherches sur le personnage parce que ça me disait vraiment quelque chose, Sadie Thompson, puis finalement je pas vraiment trouvé. En tout cas, mais ça ce serait pas la fille de Cabaret. Non. C'est un film de 1927, fait qu'à moins qu'elle soit bien vieille en 72 là, mais non, mais le personnage. Non, je pense pas. Mais c'est ça, Sadie Thompson, c'est une prostituée là, je pense qui est dans un village en Amérique du Sud, puis en tout cas essaie de refaire sa vie, puis là il y a la religion qui tombe sur la tête pour dire. Je sais plus c'est lequel, mais il est là. Il est dans cette liste. Ben c'est peut-être un remake en fait. C'est peut-être un remake parce que non, c'est ça, il est pas là, mais parce qu'il est sorti en 1928. Mais bon, tu sais, c'est ça, on a tendance à, tu sais, ça c'est la prostitution, mais tu sais, il y a beaucoup d'autres éléments là qui sont un peu problématiques là à Hollywood là. Bon, les appartenances religieuses évidemment là, mais il y a je sais pas, tout ce qui est alcool, tout ce qui est les années 20, c'est de la prohibition, des trucs comme ça, mais on oublie souvent là, que Hollywood, parce qu'il y a eu un changement dans les années 30 avec le code Hays là, qui a comme un code de censure de Hollywood par Hollywood, qui a comme ça, puis en tout cas la peur rouge dans les années 50 et 60. En tout cas, ça a beaucoup aseptisé, disons, puis uniformisé le cinéma américain comparativement au cinéma là, d'Europe là, qui était pas trop touché, disons, par ça. Mais merci d'avoir fait cette recherche-là parce que c'est ça, c'est quand même très intéressant de voir là, que on le savait, mais l'Europe est toujours plus ouverte que les États-Unis. Vraiment, tu sais, le premier que j'avais aux États-Unis date de 1938, ce qui est quand même, tu sais, c'est pas... Non, c'est 31, je pense. Ah oui, ok. 1931, adapté d'une pièce de théâtre. 1938, adapté d'une pièce de théâtre aussi. Fait que, tu sais, je pense que le premier matériel original arrive pas à faire un petit bout. En fait, j'aurais 1954. Donc, tu vois, adapté d'une pièce originale, il y a eu une pièce, un musical en fait, pour Broadway qui a été fait suivant Nights of Cabiria qui s'appelle Sweet Charity. Puis c'est ça, c'est quand même relativement, en tout cas, je sais pas ce que ça donnerait en musical, mais bon, ça doit être particulier. Je vais en profiter pour plugger quelques références en culture populaire. Il n'y a pas grand chose là, mais c'est pas un spin-off, mais en tout cas on réutilise des éléments de White Chick que j'ai déjà mentionné. On en fait référence dans Purple Rose of Cairo, un film de Woody Allen, puis dans Being John Malkovich, mais j'avoue que je me souviens pas c'est à quel moment qu'ils font référence, parce que ça aussi c'est un film un peu bizarre. On voit aussi le poster dans The Squid and the Whale, qui est lui aussi un film Criterion, donc mais sinon à part ça, pas grand chose là. C'est ça, c'est un film qui est un peu tombé dans l'ombre, pas nécessairement dans l'ombre, mais je vais le dire, il est tombé dans l'ombre de 8,5 là, en tant que meilleur film de Fellini, même la Dolce Vita et tout. Donc un peu comme Amarcord, là, il passe souvent inaperçu, en tout cas c'est pas le premier film qu'on pense quand on parle de Fellini. Non, je l'ai trouvé très intéressant, mais c'est ça, on n'a pas eu la même nécessairement appréciation là, du je pense qu'en fait tu l'as plus aimé que moi, mais j'ai vraiment aimé le film, tu sais, c'est juste que Amarcord nous avait fait une forte impression, puis en même temps sur Criterion, le groupe Facebook, ça a pas l'air tu sais d'un film que les gens apprécient tant que ça, Amarcord. Puis là, on avait ces deux-là, on partait avec Amarcord qu'on avait vraiment aimé. Ils sont bons, les deux, là, tu sais, And the Ship Sails On aussi. Dans le cas de Cabiria, j'ai eu beaucoup de plaisir, mais j'ai pas trouvé ce que j'avais aimé d'Amarcord. C'est super bon, elle joue vraiment bien, c'est drôle mais c'est triste en même temps, tu sais, il y a comme une espèce de balance qu'on n'a pas en fait, mais j'ai vraiment aimé ça. Pour, tu sais, je serais comme rendu oui. Okay, fait que, tu sais, pour moi j'irais avec un 7, mais un fort 7 là, tu sais, je suis pas prête à lui donner un excellent 8, mais c'est très bon là, j'ai vraiment aimé ça, peut-être un genre de film que je réécouterais là, sans
définitivement. Moi, je le réécouterais aussi, effectivement. Je suis pas nécessairement dans la même réflexion que toi, parce que, oui, j'avais des attentes avec Amarcord, mais c'est ça, je m'attendais à ce que ce soit pas le même genre de film, là, parce que veux pas, dans les années 50, tu fais pas des mêmes films qu'Amarcord. Non, il m'a vraiment surpris, mais c'est ça, c'est un film qui, que j'ai pas arrêté de penser après le visionnement, puis c'est ça, au début j'y avais mis 7 moi aussi, mais là j'ai pas le choix d'y mettre 8 parce que c'est ça, j'arrête pas d'y repenser, puis c'est ça, donc il y a vraiment un bon impact, puis j'aimerais ça le revoir dans un avenir rapproché quand même, parce que c'est ça, j'aimerais ça maintenant que je sais que c'est pas la même chose qu'à Amarcord, disons, je vais avoir pas nécessairement moins d'attentes, mais je vais pouvoir observer d'autres choses là, sans être toujours dans l'expectative, puis des trucs comme ça, donc c'est toujours bien d'écouter des films plus qu'une fois, ça me donne la première fois c'est faut le vivre, la deuxième fois faut l'analyser, donc j'ai bien hâte de l'analyser. Voilà, mais non, c'est un très bon film, puis ça augure bien pour le deuxième film du programme double, en fait, qui est And the Ship Sails On. Je pense que c'est ce qui conclurait déjà notre émission. Donc, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Donc, Knights of Cabiria, on vous le conseille, je pense. Une très bonne écoute. Donc, merci beaucoup. Puis, on se retrouve lors du prochain épisode de la fin de la dizaine aussi, la cinquième dizaine. On va pouvoir faire notre top 10 de cette dizaine qui a été houleuse. On va dire comme ça, vraiment inégal. On a des super belles découvertes de 41 à 50, mais de plein de déceptions aussi. C'est... vraiment. On va tout vous parler de ça. On va tout vous parler de ça dans le prochain épisode. Donc, merci beaucoup d'avoir été des nôtres, puis on se retrouve au prochain épisode. La prochaine fois. Salut!